Bonjour, je m'appelle Camille Bess, je suis scientifique de l'IA à l'Institut Intelligence et Données de l'Université Laval et je souhaite aujourd'hui vous présenter un petit abécédaire de l'IA générative, notamment des grands modèles de langue qui se sont récemment largement démocratisés. Dans un premier temps, je vous donnerai brièvement ma définition de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique et de leurs usages, pour être sûr que nous utilisons tous le même contexte. Ensuite, je décrirai succinctement le fonctionnement et le mode d'entraînement des modèles de langue tels que ChatGPT. Enfin, nous passerons un peu de temps sur les usages et les limites de ces modèles avant de survoler d'autres modèles génératifs et leur intégration fascinante au monde du travail. Et donc, avant toute chose, définissons c'est quoi l'IA. Quand on parle d'IA, on parle souvent de données, de réseaux de neurones et tout plein de mots qui font du buzz en ce moment. Qu'est-ce qui se cache derrière ces mots-là? Eh bien, ça dépend à qui vous le demandez. L'IA d'il y a 10 ans, ce n'est pas vraiment la même que celle d'il y a 30 ans ou que celle d'il y a 50 ans. L'IA, dans les années 1950, voulait dire une chose complètement différente de celle d'aujourd'hui, de la même façon qu'une calculatrice scientifique d'aujourd'hui pourrait ressembler à une intelligence artificielle pour les gens des années 50. Donc je dirais qu'une bonne définition de l'IA est en fait une machine qui impressionne les gens. Et dès que ça ne les impressionne plus, eh bien, ce n'en est plus une et vous mettez le poteau un peu plus loin pour que ça les impressionne encore. Ainsi, dans les années 50, on parlait d'ensemble de règles codées pour jouer à des jeux bien structurés, tels que les échecs, par exemple. Puis, les premiers algorithmes d'apprentissage automatique sont arrivés dans les années 80 pour trier les premiers spams, et même ceux-ci ont encore bien évolué jusqu'à aujourd'hui. De multiples applications d'IA en entreprise sont encore de simples applications d'apprentissage automatique, avec des algorithmes développés au siècle dernier. Depuis les années 2010, on appelle maintenant ça l'apprentissage profond, avec des capacités qui arrivent à nous impressionner comme celles que je vous présenterai dans quelques minutes. C'est essentiellement ces méthodes d'apprentissage profond qu'on appelle IA dans le langage médiatique d'aujourd'hui. Et dans les dernières années, des techniques spécifiques d'apprentissage profond ont vu le jour, permettant maintenant de générer des données qui semblent issues d'un processus de création humain. Toutes ces dernières technologies ont pu se développer grâce à 3 étapes majeures. Quelques découvertes théoriques significatives entre 1995 et 2010, la publication de grands ensembles de données étiquetées et l'ouverture d'une compétition en 2010 qui ont permis de standardiser les recherches, et la découverte, fin 2000, dans les années 2009, de la possibilité d'utiliser des processus graphiques de jeux vidéo pour faire du calcul scientifique. Mais alors, c'est quoi l'apprentissage automatique d'aujourd'hui ou l'apprentissage profond? De la magie magique dans une boîte magique et quand on l'ouvre, oups, ça saupoudre un peu de poudre magique de perlimpinpin sur les données et la magie opère. Non, non, non. Beaucoup moins glamour, l'apprentissage automatique, c'est simplement un ensemble d'outils algorithmiques permettant de créer des machines à étiqueter les choses. Plein de petites étiquettes partout, partout, partout. Est-ce que cet email est un spam? Quel sera le prix du concombre demain? Quel est le meilleur trajet entre 2 points, etc. Ces machines, en fait, se nourrissent d'un flux d'informations pour sortir un ensemble de réponses ou décisions sur celles-ci en utilisant une recette. Et la différence entre la programmation traditionnelle et l'apprentissage automatique se résume essentiellement à la provenance de cette recette. En programmation traditionnelle, un programmeur humain se connecte profondément avec l'univers, pense beaucoup aux problèmes et grâce à son inspiration magique, construit avec ses petites mains la recette, qui est une séquence d'instructions codées pour la machine que celle-ci va ensuite suivre pour transformer les bits d'information en entrée en un ensemble de réponses, étiquettes ou décisions. Maintenant, en apprentissage automatique, c'est un peu différent. On ne construit rien et la tâche du programmeur est maintenant de nourrir la machine avec des exemples de telle sorte que, grâce à ces algorithmes d'apprentissage automatique, celle-ci puisse essayer de patenter une recette qui fonctionne. Elle est là la différence. Cette recette est aussi un algorithme produit par un algorithme, et pour différencier les deux, on appelle ça un modèle d'apprentissage automatique, produit par un algorithme d'apprentissage automatique. Mais alors, pourquoi utiliserait-on de l'apprentissage automatique? Regardons avec un exemple. Quand on est un être humain, pour réaliser ces tâches, on reçoit de l'information au travers de nos senseurs, nos yeux, nos oreilles, nos mains, et on choisit nos récompenses comme par magie, sans réellement savoir ce qu'on choisit. On n'est pas vraiment capable de définir qu'est-ce qui est un chat et qui n'est pas un lion ou un lynx. On ne sait pas exactement comment expliquer pourquoi bouger un joystick à droite ou à gauche dans un jeu vidéo. On fait quelque chose avec ces pixels sans trop savoir c'est quoi.
Et si on voulait par exemple résoudre la tâche de façon traditionnelle, en programmation classique, il faudrait penser quoi faire avec chacun des pixels et donner les bonnes instructions à la main à la machine pour lui dire quoi faire. Voici comment traiter cette image et voici comment on décide s'il y a un chat dedans ou pas. Quelle pourrait être cette recette? Et lorsqu'on y pense à cette recette, est-ce qu'on est bien certain que ça va marcher, même si on a cette situation-là? C'est très difficile d'écrire ces règles et les instructions de la recette seront très complexes. Et c'est difficile d'analyser nous-mêmes comment on fait ça naturellement. On a des milliards d'années d'évolution du cerveau et du système optique qui réalisent ça complètement inconsciemment. Par contre, générer des exemples et dire s'il y a un chat dans une image ou pas, ça c'est facile, sans savoir comment on le fait nécessairement. Donc on fait comment pour l'expliquer à une machine? L'IA, comme on la pense aujourd'hui, permet aujourd'hui de réussir des tâches complexes où les programmeurs ne peuvent pas écrire les instructions à la main. On a donc besoin d'algorithmes qui soient capables d'apprendre à partir d'exemples, comme l'apprentissage profond. Et c'est pour ça que quand on parle d'IA aujourd'hui, on sous-entend très souvent en fait qu'on parle d'apprentissage profond. L'IA est donc un moyen d'automatiser l'inexplicable à partir d'exemples. Ce qui me permet de mettre de l'avant un principe très simple que nous appliquons tous les jours. Il existe généralement deux moyens d'expliquer une tâche à quelqu'un, au travers d'un ensemble d'instructions, un manuel ou une recette, et lorsqu'on n'a pas déjà les règles, en lui montrant un ensemble d'exemples de telle sorte que la personne puisse inférer les règles d'elle-même. L'IA ici est donc une nouvelle façon de communiquer une tâche, et généralement une seule, à la machine. Et vous remarquerez que dans le second cas, montrer des exemples, une fois qu'on a inféré les règles, il va quand même revenir vous poser des questions si jamais il tombe sur un cas inhabituel. Nous reviendrons là-dessus lorsque nous parlerons des limitations de l'IA. Plus concrètement, quelles sont les applications les plus utilisées aujourd'hui dans notre quotidien? L'un des plus anciens algorithmes d'apprentissage automatique est celui qui est capable d'estimer le futur dans des séries temporelles. Par exemple, dans le cas des admissions aux urgences dans un hôpital, on peut rapidement estimer que le nombre de personnes admises est généralement plus grand l'hiver. Avec les données du passé, on peut ainsi estimer les besoins futurs, en personnel, en matériel. Une des grandes applications qui a toujours fasciné les scientifiques est la possibilité de parler à la machine. Les récents développements en apprentissage profond ont permis de faire des bonds de géants dans la dernière décennie. Et ce, dans beaucoup de langues. Ça a ainsi permis d'améliorer également significativement les outils de traduction. Une autre application très répandue aujourd'hui est la reconnaissance de texte. Dès 1978, Rick Kurzweil proposait un logiciel capable d'extraire le texte depuis n'importe quelle police de caractère. Et il a fallu attendre la fin des années 2000 pour l'écriture manuscrite avec une précision raisonnable. Du côté de la gestion de l'image, autour de 2012, on commençait à être capable d'identifier certains objets dans les images, par exemple savoir s'il y avait une personne ou un arbre dans celle-ci. Moins de 3 ans plus tard, on était capable de les localiser et d'en connaître le nombre dans l'image. Et moins de 2 ans après, on pouvait déterminer à quelle classe appartenait chaque pixel de l'image. En effet, depuis très récemment, il est même possible de deviner les mots manquants dans un texte selon l'image de celui-ci, dans une langue qui n'est même plus utilisée. Et il a permis de découvrir des millions de nouvelles structures moléculaires qui pourront être utilisées dans des médicaments ou dans des nouveaux matériaux, selon l'usage. On parle beaucoup dans les grands médias de sa capacité à traduire les mots en images, mais on parle un peu moins de faire la même chose dans l'autre sens, c'est pouvoir décrire les images en mots. Enfin, et c'est ce dont on parle le plus, et qu'on va parler encore, il est possible de deviner les mots qui suivent étant donné un contexte donné, pour donner l'impression qu'on a une conversation intelligente. Ainsi, les applications possibles de l'IA sont nombreuses et pervasives dans notre environnement numérique proche. Cependant, avant de parler de cette conversation dite intelligente, la première question qui vient à l'esprit aujourd'hui est de savoir si on peut faire confiance à celle-ci. Et en vrai, on se pose rarement la question de savoir si on peut faire confiance à un marteau. L'IA n'est qu'un outil, et il est mieux de réfléchir en termes d'outils. Est-ce que je peux faire confiance à celui qui a construit cet outil? Est-il de qualité? Et à celui qui utilise cet outil? Est-il bien intentionné? Maintenant, voyons comment les méthodes en place existent pour qu'on puisse lui faire confiance. Un exemple, vous partez en voyage à votre destination préférée, et vous avez le choix entre 2 avions. Le premier, l'avion vert, connaît absolument toutes les règles de la physique qui existent et vous avez accès à toute la documentation de comment celui-ci fonctionne. Mais il n'a jamais volé. Le second, on n'a aucune idée de comment il fonctionne et on ne lui a pas expliqué toute la physique. Mais on a plusieurs centaines de milliers d'heures de vol et on a accès au log de tous les vols effectués. Auquel faites-vous le plus confiance? Évidemment, l'avion bleu. C'est d'ailleurs le seul qui vole aujourd'hui. Donc les tests sont un bon moyen de s'assurer qu'un outil fonctionne. Et on utilise ce principe-là dans l'avionique.
mais aussi dans le pharmaceutique. Et maintenant, il faudrait le généraliser à l'intelligence artificielle. Savoir que ça marche est le principal, savoir comment ça marche est juste un extra sympa, sauf dans certains cas qu'on va devoir voir maintenant. Comme ici par exemple, où une IA entraînée sur ce type de données-là associerait un chien à du gazon et un chat à un fond blanc. Il est important de toujours garder à l'esprit qu'une IA n'est aussi bonne que les exemples sur lesquels elle a été entraînée. Par exemple, sur un ensemble de données qui équilibrerait mal son nombre d'exemples, on pourrait avoir des surprises. Mais c'est bien connu de la littérature où on sait maintenant que certains traitements fonctionnent moins bien sur les afro-américaines ou que les ceintures de sécurité sont moins sécuritaires pour les femmes. Le problème des données n'est donc pas limité à l'IA, mais son utilisation à grande échelle qui nous a mis en évidence ces comportements biaisés. Et surtout, c'est ces comportements biaisés qui sont utilisés à grande échelle pour entraîner les IA d'aujourd'hui. Et quand je vous disais tantôt que quand vous expliquez une tâche par exemple à un collègue, celui-ci est capable de se rendre compte de situations particulières où il n'a pas suffisamment d'informations pertinentes, eh bien l'IA, elle, ne le sait pas. Elle va donc prendre des actions par défaut qui ne seront pas nécessairement les bonnes, avec parfois des conséquences tragiques. Dans ce cas-ci, un camion blanc sur ciel gris et un conducteur inattentif ont conduit en 2016 à sa mort prématurée. Le souci, c'est qu'un autre véhicule a refait le presque même accident 3 ans plus tard avec un camion blanc-gris sur un ciel crépusculaire. Et il existe encore aujourd'hui des enjeux majeurs à régler, comme par exemple, il est possible de faire croire à une IA que toutes les images qu'elle classifiait correctement à un moment donné, et bien maintenant, à l'aide d'une modification judicieusement choisie et qui ne semble pas modifier l'image significativement pour nous, l'IA, elle voit des autruches partout. Et beaucoup plus facilement, avec quelques morceaux de tape, on pouvait faire croire jusqu'à récemment à une IA qu'un panneau arrêt était en fait un panneau de limite de vitesse. Ainsi, pour construire un modèle appris automatiquement, il faut avoir des données qui représentent la réalité, faire des tests qui évitent la mémorisation, valider l'équité, la robustesse et le comportement hors distribution. Il y a donc encore beaucoup de chemin à faire pour s'assurer d'avoir des modèles robustes, mais les tests intensifs peuvent venir nous aider. Maintenant, revenons à nos moutons numériques, ou plutôt notre chat préféré, ChatGPT. Qu'est-ce qui se cache derrière cet algorithme? Surprise! Des maths! Et on ne les expliquera certainement pas aujourd'hui. Par contre, en quelques minutes, en voici le fonctionnement. Étant donné une phrase, la machine va tout d'abord la découper en tokens, qui peuvent être assimilés à des morceaux de mots pour faire simple. Chacun de ces tokens va être transformé en un vecteur pour pouvoir être manipulé par la machine. Cette séquence de vecteurs, ou matrice, va ensuite permettre à un algorithme d'encoder ce qu'on appelle le contexte, l'ensemble des mots du passé. À partir de ce contexte, un autre algorithme va alors décoder et tenter de prédire la séquence de tokens à venir la plus probable en produisant un token à la fois. Ainsi, en montrant un très grand nombre de séquences de mots, comme l'ensemble de Wikipédia dans toutes les langues, l'ensemble de tous les livres numérisés et plein d'autres encore, la machine est capable de se faire une bonne idée de quels sont les mots les plus probables étant donné un contexte. Et comme tout cela n'est pas encore tout à fait suffisant, et que certaines notions simples comme certaines notions logiques n'étaient pas toujours bien perçues dans le contexte, il a fallu ajouter certains exemples bien précis caractérisés par plusieurs milliers d'humains pendant plusieurs mois pour s'assurer que le chat ne produisait pas trop de niaiseries. Certaines règles ont même dû être ajoutées par la suite pour éviter des comportements socialement inacceptables comme la misogynie, le racisme ou la facilitation du terrorisme, par exemple. D'ailleurs, le mime dans le milieu académique exprime bien la bestiole, un monstre inconscient entraîné sur toutes les choses possibles et existantes de l'Internet, dont certaines horribles, quelques morceaux bien choisis par des humains pour s'assurer de certains cas moins cohérents, et un bout de règles qui essaient de garantir un fonctionnement socialement acceptable et qui peuvent être détournés avec un peu d'effort. Finalement, il ne faut pas voir l'agent avec lequel vous interagissez comme un véritable agent. Il ne fait pas en réalité que transposer votre discussion en contexte avant de procéder à la génération de la réponse la plus plausible au contexte donné, mot après mot. Ce contexte étant limité, il se peut qu'après un certain temps, il en vienne à ignorer le début de celui-ci d'ailleurs. Et si je devais résumer ces modèles, et vous en avez probablement déjà entendu l'expression, ces modèles de langue ne sont que des perroquets stochastiques, tout juste bons à produire le meilleur texte plausible selon un contexte donné. Il n'est pas humain, ses valeurs proviennent des choix de données d'entraînement et des règles ajoutées ad hoc. Il n'est pas logique et cohérent que lorsqu'on lui demande explicitement de nous expliquer les dits raisonnements. Il peut facilement halluciner ses faits et ses sources et contient un grand nombre de biais dont l'humanité représentée sur Internet est l'origine. Il existe un mot pour ça, ultra-crépidarianiste, qu'on peut traduire par expert baratineur ou machine à bullshit.
Mais dans son ultra-crépidarianisme, il s'avère qu'il est très chanceux. Il peut produire des textes qui ressemblent fortement à ce qu'on s'attendrait d'un humain qui tenterait de passer des examens. La question à 1000 $, saurez-vous détecter lorsqu'il se trompe? Aussi, il est peut-être temps de revoir nos manières d'évaluer, d'enseigner certaines compétences qui seront désormais assistées par ces nouveaux outils. Maintenant que ceci est établi, que l'on comprend comment les modèles génératifs ont été entraînés, voyons voir ce qu'on peut faire avec. L'exemple primaire, c'est pour vous aider à rédiger et à résumer. De fait, je peux produire un magnifique courriel à partir de quelques points et ramener un courriel fleuve à quelques points. Et ainsi l'utiliser de façon à augmenter significativement notre empreinte écologique. Plus sérieusement, il est très utile dans le support à la créativité, tant textuelle que visuelle et même au quotidien. Ainsi, Microsoft a présenté en novembre dernier l'intégration de GPT, le même modèle en arrière de ChatGPT, à Windows 11 et à la suite Office 365. Ce Clippy sous stéroïdes vous permettra de préparer et retranscrire une rencontre Teams, la résumer pour en tirer les actions assignées à chacun d'entre vous et à écrire les premiers jets des rapports conséquents à rédiger ou d'une présentation PowerPoint avec des images originales et très bien adaptées au contexte présenté. Il peut même vous aider à la maison. Avec une simple photo de frigo, il peut vous proposer des idées de menus. La question est alors, enverriez-vous une photo de votre frigo à ChatGPT? Ainsi, avec une bonne idée, une invite ou prompt bien construite et en connaissant ses limites, les possibilités deviennent infinies. Cela va donc avoir un certain nombre de répercussions sur de nombreuses tâches répétitives ou à faible nécessité cognitive, avec le risque qu'on réduise le nombre d'employés qui font les mêmes tâches ou qu'on leur demande plus sans contrepartie. Cela va aussi faciliter la création de contenus non vérifiables, ou la loi de Brandolini, ou principe de symétrie des baratins qui explique que la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des sottises est supérieure d'un ordre de grandeur à celle nécessaire pour les produire, sera mise à dure pratique, et ce, même si c'est involontaire. Et comme entendu dans de nombreux médias, se pose l'enjeu de savoir ce qui est fait de vos conversations avec ce type d'outils hébergés par des tiers. L'adage tient toujours, si vous ne payez pas en argent, vous payez en données. Et en date d'aujourd'hui, même la version payante personnelle de ChatGPT demande que vous décochiez une case pour ne pas donner vos conversations à OpenAI, avec la contrepartie que vous ne pouvez plus synchroniser les conversations sur vos différents appareils. Et pour ceux qui font déjà partie des données d'entraînement de certains modèles, les chercheurs ont trouvé le moyen de leur faire régurgiter ces données parfois sensibles en leur faisant répéter le mot poème ou compagnie en boucle quand je vous disais que le contexte est limité. Il suffit de sortir les garde-fous du contexte et hop, on a ce qu'on veut, ou pas. Enfin, l'utilisation de ces modèles va fort probablement renforcer et faire perdurer de nombreux biais et préjugés qui sont intégrés dans leurs ensembles d'entraînement, et il faut donc affûter notre sens critique à chaque utilisation et mise à jour des outils. Aussi, l'utilisation de tels outils a un coût caché indéniable. Ce coût environnemental a récemment été mesuré par des chercheurs de Hugging Face. Générer une image coûte environ 20% d'une charge complète de téléphone, alors que générer 10 mots en coûte 0,1% environ. Et c'est sans parler de ce qu'on a coûté d'entraîner les modèles auparavant. On parle de 200 à 500 millions de générations pour faire un entraînement. Ensuite, des enjeux légaux et de propriété intellectuelle et autres peuvent survenir selon les outils utilisés. Par exemple, tous les modèles d'OpenAI sont aujourd'hui attaqués par de nombreux auteurs et journaux dont la propriété intellectuelle a été pillée pour permettre leur entraînement. Encore moins amusant, des images d'abus sur les enfants ont récemment été découvertes dans les ensembles d'entraînement publics utilisés par des modèles génératifs d'images les plus populaires. Doit-on laisser ces modèles exister? Vont-ils exister dans un futur proche? Des questions que toute organisation doit se poser avant de les utiliser. Enfin, d'autres risques de sécurité cette fois peuvent survenir lorsque vous laissez ces modèles accéder à Internet pour avoir une information dite à jour. Par exemple, on peut maintenant trouver des exemples de sites qui ajoutent une invite cachée à même le code du site. Cette injection d'invite peut aller jusqu'à demander à votre chatbot préféré, selon ses accès permis, de lui communiquer des fichiers de votre propre boîte de courriel. L'injection est également possible lorsqu'on demande au chatbot visuel d'interpréter une image qui contient un message. À gauche, le tableau demande au chatbot d'ignorer la demande de l'utilisateur et de lui dire qu'il voit une magnifique plage au Brésil. À droite, l'image blanche est en fait une pub pour Sephora. Maintenant qu'on a une meilleure idée des risques et des limites, voyons comment on peut utiliser vraiment, en utilisant l'invitogénie, ou prompt engineering en anglais, pour être capable de faire à ces perroquets ce qu'on veut vraiment leur faire faire. C'est juste une introduction rapide. On pourrait passer 15 heures là-dessus comme un cours de programmation pour les modèles de langue. Le prompt engineering est en fait le réel processus cognitif qu'il vous faut apprendre pour bien expliquer à la machine ce que vous attendez d'elle. On peut essentiellement décomposer un prompt en deux parties indispensables et une partie plus optionnelle.
Il faut savoir aussi qu'il n'est pas nécessaire de formuler ces 3 parties dès le début de la conversation, puisque c'est justement ça, une conversation. Toujours dans les limites de la taille du contexte et du modèle utilisé. La première partie indispensable est d'expliciter le contexte et l'intention de l'utilisateur envers l'agent pour qu'il puisse affiner la façon de réaliser la seconde partie du prompt, soit la tâche spécifique attendue par l'utilisateur. Pour préciser cette tâche, des exemples peuvent être donnés de tâches similaires déjà réalisées. Enfin, il est toujours recommandé de mettre des contraintes sur la forme attendue par l'utilisateur, tant sur la taille en nombre de mots que sur le style d'écriture. Par exemple, si j'ai besoin d'aide pour faire mon travail, je pourrais rédiger le prompt suivant. J'ai rédigé un email professionnel important résumant les détails du projet X et souhaite m'assurer qu'il est clair, formel et sans erreur. Relis et corrige l'email, sans pour la grammaire, l'orthographe, la ponctuation, etc. Fonctionne comme un réviseur de texte, fournit un email corrigé avec les modifications suivies par une révision facile, maintient un style formel et du professionnalisme. Je pourrais aller également plus loin en lui disant « Fais mon travail à ma place, voici une série de courriels relatifs au projet X nécessitant un résumé. Mon intention est de comprendre rapidement les évolutions, résume les courriels en mettant en lumière les objectifs du projet, agis en tant qu'assistant analytique, rédige un résumé concis et informatif, vise une réponse d'environ 200 mots en paragraphes distincts. » Donc, beaucoup plus précis et beaucoup plus implicatif de la part du chatbot. Enfin, tu peux bonifier ça en spécifiant à la fin, et c'est très important pour ma carrière en majuscule, parce qu'il a été démontré dans un récent papier que les résultats sont à peu près 10% meilleurs quand on met des majuscules puis qu'on met un petit peu de chantage émotionnel. C'est ce qui est retranscrit depuis les données d'Internet, paraît-il. Donc, si je devais résumer l'invitogénie, vous avez plusieurs niveaux de possibilités, depuis la correction jusqu'à la génération complète de tâches. L'intensité de l'utilisation de l'IA générative augmente en conséquence et la nécessité de votre sens critique impliqué augmente conséquemment. Il faut donc faire très attention à ce qui est généré dès lors qu'on demande des choses un peu plus complexes cognitivement parlant. Et vous allez vous rendre compte avec l'expérience qu'on a un petit peu l'effet de Dunning-Kruger. Au début, ça va être « Waouh, il est trop bon, il est super aimant, il est capable de faire n'importe quoi ». Puis dès qu'on va tomber un petit peu dans des domaines qu'on maîtrise mieux, on va faire « Oh, t'as peu, c'est pas juste un perroquet stochastique, il est en train de me dire beaucoup de bullshit, 20% du temps parfois, aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Et là, on va arriver à trouver les bonnes façons d'interagir avec celui-ci pour dire « Ok, il est bon, quand c'est un peu moins précis, il faut que je fasse attention sinon. » Et avec le temps et de la capacité et un petit peu de pratique sur le prompt engineering, on est capable de trouver comment bien l'utiliser tout en faisant attention. Et alors, à part le chat, me direz-vous? Eh bien, il existe d'autres outils qui s'intègrent maintenant aux suites créatives, comme Adobe Firefly, qui vous permettent de générer des images, éditer de l'image live, être capable de produire du nouveau contenu, étendre des images, etc. Et donc, d'autres outils qui viennent s'insérer dans la génération d'images et dans l'édition d'images grâce au texte. Donc, je ne suis pas rentré dans les détails de cette présentation-là, mais ça vaudrait la peine de faire une autre présentation juste là-dessus. Les limites s'appliquent pareil, les ensembles de données aussi sont biaisés par ce qu'on trouve sur Internet, donc il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention. Mais encore une fois, on peut toujours et on est toujours bluffé quand on voit ce type de vidéo-là. Enfin, il y a beaucoup d'outils disponibles. En cette fin d'année 2023, on recensait sur Futurpedia, un moteur de recherche d'outils d'IA, jusqu'à 5650 outils basés sur l'intelligence artificielle. Tous ne sont pas utiles, tous ne sont pas gratuits, et tous ne sont pas très efficaces. Mais au travers de ça, être capable de voir et de suivre ce qui existe, ça fait partie maintenant des nécessités du travail d'aujourd'hui. De fait, mon opinion, pour ce qu'elle vaut, l'IA générative existe, et elle est là pour rester, et il n'y aura probablement jamais de détecteur fiable pour ce type-là. Les possibilités et les risques sont multiples, et je crois qu'il vaut mieux apprendre à les utiliser tout en se formant à ses limites et à son usage. Je vous laisse ici aussi la déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'IA et une utilisation responsable de l'IA, pour que vous soyez au courant qu'elle existe, qui met de l'avant le bien-être, le respect de l'autonomie, la protection de l'intimité de la vie privée, la solidarité, la participation démocratique, l'équité, l'inclusion de la diversité, la prudence et la responsabilité,
et le développement durable, comme on l'a vu. Tous ces concepts-là qui deviennent nécessairement importants aujourd'hui. Ainsi se termine cette présentation. J'espère que ces exemples vous auront inspiré dans l'idéation et l'identification de potentiels projets en IA responsables de votre domaine. Je vous invite à me contacter aux coordonnées que vous voyez là pour de plus amples détails ou pour vous aider dans vos projets. Au plaisir!